Bonjour. On est très content d'être là aujourd'hui pour vous présenter nos résultats, les résultats de notre recherche. Vous voyez à l'écran là, un portrait de ce que va être la présentation. D'abord, on va vous présenter ce qu'est le BAP. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est le Bureau d'audience publique sur l'environnement, auquel on va se référer comme étant le BAP tout au long de la présentation. Ensuite, on va vous présenter un portrait historique de la prise de parole des femmes au BAP. Donc, c'est un exercice qu'on a réalisé dans le cadre d'une démarche institutionnelle au BAP qui portait sur l'équité, la diversité et l'inclusion. On a consolidé des données historiques sur la prise de parole publique des femmes dans le cadre des audiences publiques du BAP depuis 1978. Et on a aussi recueilli des données qualitatives sur l'expérience et la vision de la participation des femmes dans le cadre de ces audiences publiques-là, et notamment en ce qui concerne la prise de parole. Et enfin, on va présenter la démarche actuelle du BAP pour traduire ces données-là en actions concrètes pour favoriser la participation des femmes, mais aussi d'autres groupes sous-représentés dans les audiences publiques, toujours. Mais d'abord, qu'est-ce que le BAP? Donc, on dit qu'au Québec, le BAP a contribué à institutionnaliser un droit à la participation des citoyens, des citoyennes, étroitement associé à l'évaluation des impacts sur l'environnement des grands projets et des politiques environnementales. Donc, pourquoi on dit ça? C'est que le Québec, le BAP se déplace dans les communautés pour entendre les citoyens et les citoyennes sur des grands projets à venir. Il leur permet de s'informer et aussi de s'exprimer sur des projets qui pourraient avoir des répercussions importantes sur leur environnement, sur leur milieu de vie, leur qualité de vie. Donc, on parle principalement de grands projets qui sont évalués dans le cadre de la procédure d'évaluation environnementale et d'examen des impacts. Je vois mal mes notes parce que... OK. Donc, c'est ça. Donc, on parle des grands projets qui sont évalués dans le cadre de la procédure d'évaluation environnementale qui est prévue dans la loi québécoise sur la qualité de l'environnement. Donc, on parle par exemple de grands projets en transport, en énergie, en mines, et plus rarement, le BAP peut aussi être interpellé pour aller consulter les gens sur des questions plus générales relatives à l'environnement. On pense à ce qu'on appelle des BAP génériques. Donc, il y en a eu sur l'amiante, les résidus amiantés, par exemple, sur la gestion des résidus ultimes au Québec aussi, plus récemment. Le BAP n'est pas une instance décisionnelle, donc sa mission, c'est vraiment d'éclairer la prise de décision gouvernementale par des constats et des avis qui s'adressent au ministre responsable de l'environnement. Le BAP est vraiment un organisme public indépendant, et donc ces 4 grands rôles, là, vous aurez compris, c'est informer, consulter, enquêter et aviser. Et le BAP éclaire la prise de décision gouvernementale toujours en tenant compte des 16 principes du développement durable de la loi québécoise sur le développement durable, donc qui couvre les 3 dimensions, société, écologie et économie. Alors, donc vous aurez compris que le BAP a été créé en 1978. On souligne cette année ses 45 ans d'existence. Et au cours de son histoire, 391 mandats d'enquête ont été confiés au BAP. Il existe 3 principaux types de mandats. On ne va pas entrer dans le détail. Il y a des mandats qui sont de la médiation, il y a des mandats plus courts qui sont des consultations ciblées qui durent 3 mois, et il y a les mandats d'audience publique. Et avec environ 70% des mandats réalisés par le BAP, les mandats d'audience publique sont ce que nous, on considère comme un modèle de référence en termes de consultation et de participation publique au Québec sur l'environnement. Et Pierre va vous dire un mot sur ce type de mandat-là. Oui, alors une des particularités de l'audience publique telle qu'on la connaît, c'est qu'elle est structurée en 2 grandes parties. Alors, vous avez la première partie lors de laquelle les citoyennes, les citoyens ont l'occasion de venir poser leurs questions, donc à l'initiateur du projet, et aussi éventuellement aux organismes publics ou aux autres expertes et experts qui sont là pour compléter la connaissance du dossier par la population. Un autre élément particulier de cette première partie, ça c'est un élément qu'on connaît parfois moins. Il faut savoir que tout groupe ou tout citoyen
peut demander une audience du BAP, peut requérir une audience publique si jamais il a le sentiment qu'il n'a pas l'information suffisante sur un projet. Donc, la vaste majorité des audiences publiques fonctionnent par ce processus-là. Et c'est au début de cette première partie que ces citoyens ont l'occasion de lire publiquement les motifs pour lesquels ils ont déposé une demande d'audience publique. Donc, un autre moment de prise de parole. La deuxième partie, quant à elle, c'est pour la présentation à la commission d'enquête des points de vue, des opinions, donc des citoyennes, des citoyens ou des groupes. Donc, à retenir, en première partie, donc on a la présentation des requêtes au tout début, ensuite la période de questions, et quelques semaines plus tard, il y a la période où on présente les points de vue et les opinions qui auront été mieux informées par justement la première partie. Alors, on s'est concentré sur la prise de parole parce que la prise de parole est vraiment au cœur de notre processus. Donc, je vous le dis, pendant la période de questions, quand on va présenter les points de vue en deuxième partie, ça se fait en grande partie à l'oral. Alors, on va maintenant vous présenter les statistiques historiques donc, sur la participation des femmes lors des audiences publiques. Un mot sur les limites de nos données. Il faut savoir que c'est des données statistiques uniquement sur le genre des participants. Donc, dans les transcriptions de nos audiences qu'on est allé voir, dans lesquelles on est remonté dans le temps, on a été en mesure d'identifier les hommes, les femmes grâce aux appellations monsieur, madame, mais on n'avait pas d'autres données disponibles sur le profil des participants, donc malheureusement, absence de données intersectionnelles. Excusez-moi. Pourquoi établir ce portrait? Pourquoi cet exercice finalement nous a semblé important? Il nous semblait que les femmes participaient en moins grand nombre à nos audiences, en tout cas prenaient moins la parole, mais c'était que des perceptions, donc on avait besoin d'enrichir la discussion institutionnelle avec des données réelles qui allaient au-delà un petit peu de nos idées préconçues. Et on avait cette chance d'avoir un processus qui est resté relativement stable dans le temps et près de 300 consultations publiques sur plus de 40 ans dont on pouvait aller analyser les données. Et aussi, il faut souligner que c'était un besoin qui avait été souligné notamment par le réseau des tables régionales des groupes de femmes du Québec dans le cadre du projet Femmes et Environnement. Alors, je vais vous présenter les données. Donc, on va commencer par les données qui portent sur les requêtes dont Pierre vous a parlé, puisque c'est souvent de cette façon-là dont débutent les mandats au BAP. C'est, comme le disait Pierre, ça peut provenir de demandes de citoyens et de citoyennes. Donc, dans notre échantillon spécifique sur les requêtes porte sur la période 1991-2021. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les femmes représentaient 38% des signataires de ces requêtes, mais elles n'étaient que 28% des personnes qui sont venues lors des audiences publiques présenter oralement leurs requêtes. Et ça, pour nous, c'est comme une première donnée très intéressante parce que ça révèle un écart entre le désir de participer des femmes qui peut se transposer de différentes façons dans le cadre des audiences publiques du BAP et leur propension à venir prendre la parole publiquement dans le cadre des audiences publiques du BAP. Et ça nous a confirmé aussi l'importance d'analyser la prise de parole comme mode de participation avec ses freins, ses caractéristiques propres. Ensuite, on a examiné la participation des femmes lors des parties 1 et 2 des audiences publiques dont Pierre vous parlait. Et ça a été vraiment le cœur de notre travail. Ça a été un travail de moine d'aller examiner toutes les transcriptions écrites des audiences publiques depuis 1978, de chercher les messieurs, les madames, les surlignés. On parle de notre échantillon, c'est vraiment 278 mandats avec 11 000 interventions en première partie et 11 000 interventions en deuxième partie qu'on a examinées, et lors de 2657 séances. Et le résultat global, bien, vous le voyez, c'est un taux de prise de parole des femmes qui évolue entre 1978 et 2021 à un rythme modéré, donc de 18 en 1978 à 30 en 2021 pour ce qui est de venir poser des questions et de 17 à 29 pour ce qui est de venir présenter leur opinion à l'oral. Les données ont aussi révélé, et ça vous ne le voyez pas à l'écran, mais les données ont révélé que près de 95 des commissions étaient caractérisées par une majorité d'hommes parmi les participants. Qui prenaient la parole. Oui, c'est ça. Donc, au cours de la recherche, on s'est aussi posé la question, est-ce que
est-ce que le nombre d'interventions par des hommes et des femmes était un bon indicateur de leur aisance à prendre la parole? Est-ce que si les femmes réalisaient la moitié des interventions, est-ce que ça signifiait qu'elles occupaient une part égale du temps de parole? Et pour répondre à cette question-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a retenu les mandats d'audience publique qui se situaient dans une zone de parité, donc où entre 45 et 55 des interventions avaient été réalisées par des femmes en nombre d'interventions. Puis on a mesuré le nombre de lignes dans les transcriptions écrites des séances qui étaient attribuées aux hommes et aux femmes à titre de mesure d'estimation du partage du temps de parole selon les genres. Et l'analyse a révélé que même quand les interventions étaient réalisées à part égale par des hommes et des femmes, ces dernières occupaient une moins grande part du temps de parole. Puis pour réaliser une analyse encore plus complète de la prise de parole, on a aussi voulu savoir devant qui s'effectuait la prise de parole des participants, des participantes qui venaient s'exprimer. Donc, on a regardé notamment les équipes de la commission du BAP. Donc, on parle des commissaires du BAP et des analystes du BAP. Et on a regardé les équipes de l'initiateur du projet, donc vraiment l'organisation qui venait de présenter le projet, souvent des entreprises ou des ministères. Et on a regardé aussi les experts qui venaient répondre aux questions. Et donc, les graphiques sont assez parlants. Ce que vous voyez, c'est que dans l'équipe de l'initiateur, et ça inclut les consultants de l'initiateur, ces équipes-là sont composées en grande majorité d'hommes depuis 1978. Et puis, dans les équipes de la commission, il y a une certaine évolution aussi. Les femmes sont passées de 14 en 1978 à 30 en 2021. Alors, face à cette réalité donc, de sous-représentation des femmes au micro, on a encore deux types de réactions qui reviennent parfois pour expliquer ça. Une première, on dit parfois, bon, ben là, maintenant, avec les moyens qu'on a, si les femmes ne sont pas présentes, c'est parce qu'elles ne sont pas intéressées. On va revenir un peu plus tard sur cette allégation. Un autre élément, c'est de dire, bon, ben, elles ne prennent pas la parole, mais elles ont l'opportunité de déposer un mémoire écrit, donc de présenter leur point de vue par écrit. Et c'est vrai que c'est une option qu'il leur est offerte. Il faut savoir qu'un mémoire écrit, seulement écrit, un mémoire présenté à l'oral, ou juste une simple opinion orale aura la même valeur pour la commission d'enquête qui va recevoir ce point de vue. Mais il reste que dans le véhicule de la prise de parole, il y a quand même des éléments distinctifs associés au fait d'aller en avant présenter son point de vue. Alors, juste quelques exemples. Tout d'abord, le fait que ça accroît la diffusion du propos auprès des personnes en salle ou à d'autres qui visionnent les séances publiques en ligne. Parce que les journalistes pourraient relayer des points de vue. Ça rend possible un échange. Quand vous venez présenter, vous pouvez aller échanger avec la commission et les participants. Donc, il y a un échange qui se fait pour éventuellement clarifier certaines idées. Et aussi, ça fait en sorte que l'ensemble des propos, les questions qui sont posées se retrouvent dans les transcriptions écrites des séances publiques. Donc, ça accroît encore la visibilité du propos. Et de manière plus générale, telle que notamment témoignée par plusieurs participants dans des recherches qu'on a fait, ça permet d'associer un ou des visages à des idées, à des arguments. Prendre la parole, ça permet de donner l'intensité au propos, de partager des émotions. Donc, évidemment, la prise de parole est un véhicule particulier. Et clairement, si les femmes n'occupent pas pleinement l'espace de prise de parole qui est le leur, c'est donc problématique, notamment parce que ça nuit à la qualité des décisions qu'on prend, comme le soulève notamment la stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes, 2022-2027. Alors, une fois ces éléments statistiques compilés, on s'est interrogé sur les raisons pour lesquelles les femmes prennent moins la parole et sur les pratiques permettant éventuellement de la favoriser. Pour faire cet exercice de réflexion, on s'est basé sur 4 ressources principales. On a mené à l'interne au BAP une vaste enquête auprès de 1000 personnes sur leur expérience par rapport au BAP et plus largement par rapport aux exercices d'information, de consultation publique. Aussi des entrevues individuelles qui ont été faites. On a bénéficié du regard externe très précieux du réseau des tables régionales des groupes de femmes du Québec, qui s'est penché à travers de 2 rapports sur les enjeux d'égalité et sur les pratiques du BAP. Donc, ça aussi, c'est une autre ressource clé. Et on allait voir des analyses, des expériences d'autres organisations, notamment municipales, qui avaient réfléchi, eux aussi, sur cette dimension de la prise de parole, en plus de quelques recherches spécifiques, pas si nombreuses, mais sur spécifiquement la prise de parole.
Les 5 déterminants qui sortent de notre exercice, qui se démarquent. Tout d'abord, la connaissance de l'organisation et de ses processus. Donc, on disait tantôt, bon, les femmes ne viennent pas, c'est parce qu'elles ne sont pas intéressées. On s'est rendu compte que le manque d'intérêt venait très, très loin dans les facteurs. Très loin, et ce qui dominait, c'était les facteurs, bon, on n'est pas informé, on n'a pas connaissance de l'institution, de ses processus. Et à ce fait-là, on notait une grande différence entre les hommes et les femmes. Donc, les femmes connaissaient beaucoup moins l'institution. Si je prends le deuxième facteur, c'était les ressources des personnes participantes, que ce soit les ressources financières, le temps, la mobilité. Dans l'enquête interne, si je vous donne des exemples, plus des données internes qu'on a pour vous le mettre en perspective, on avait, par exemple, par rapport à la disponibilité, avoir 3 heures pour aller s'informer ou aller préparer une présentation publique. Il y avait des écarts du simple au double dans le temps disponible entre les hommes et les femmes. Donc, on avait ce sentiment, mais le fait de les documenter était vraiment enrichissant. Le climat social aussi, quand on parle de prise de parole, est un élément important. Beaucoup ressorti dans les entrevues plus individuelles, qualitatives. Quand le ton monte dans une salle, quand le climat est lourd, il y a des tensions, ça joue beaucoup sur la prise de parole des femmes. Dès que les échanges deviennent plus conflictuels, la prise de parole est plus difficile. Le 5e facteur, le sentiment de légitimité. On a constaté que même lorsque les personnes ont l'opportunité de venir s'exprimer au BAP, plus de femmes que d'hommes, presque le double, s'excluaient du processus, souvent parce qu'elles sentaient peut-être que est-ce qu'elles étaient à leur place, est-ce que c'était pertinent qu'elles viennent. Il y avait aussi le fait de ne pas être forcément à l'aise avec le processus. Puis là, on rejoint le dernier déterminant, qui sont les mécanismes, où on a constaté à travers nos données internes notamment, puis c'est quelque chose qu'on voyait dans beaucoup de littérature, que le processus traditionnel d'aller au micro en avant de la salle, avec toute la salle en arrière, le premier inscrit qui est le premier qui parle, mais quand on demandait si c'était un mode qui était favorable à la prise de parole, c'était beaucoup plus largement plébiscité par les hommes que par les femmes. Des modes plutôt très masculins, des mécanismes très masculins de prise de parole. Là, je vous présente juste quelques exemples de leviers d'action qui ont été tirés de notre exercice de revue de pratique. On en a identifié beaucoup. Je vais juste en pointer quelques-uns qui me paraissaient d'intérêt à partager dans le temps qu'on a maintenant. Alors, par rapport à la connaissance de l'organisation de ces activités, par rapport à la réalité éventuellement qu'une organisation de participation publique rejoint peut-être moins les femmes, évidemment, de s'assurer de bien identifier, de bien connaître les groupes de femmes, les groupes dans lesquels elles s'impliquent, communautaires, environnementaux, autres, pour s'assurer que l'information chemine. Parfois, des partenariats formels avec des groupes de femmes peuvent être des leviers. Sur les ressources, faire attention évidemment à la disponibilité en transport en commun, parce que les femmes sont beaucoup plus grandes utilisatrices de transport en commun que les hommes. Avoir une souplesse, une variété de moments où on tient nos exercices de participation publique sont aussi des leviers importants. Si je prends le climat social, évidemment, l'attention vont porter les commissaires pour maintenir un climat d'échange respectueux, la fermeté là, à l'égard de comportements hostiles, conflictuels. C'est un exemple de levier qui peut être mobilisé dans le cadre d'audiences publiques comme au BAP. On parlait du sentiment de légitimité. Je vais faire le lien avec le portrait des personnes qui vous a été présenté tout à l'heure par Odile. Évidemment, s'assurer d'une représentativité des femmes. Donc, la représentativité des femmes dans les commissions parmi les personnes ressources peut être un élément important pour le sentiment de légitimité. C'est un levier qui peut favoriser la prise de parole. En tout cas, selon la littérature, puis plusieurs éléments des entrevues. Aussi, les sujets abordés. Le fait que les préoccupations des femmes soient abordées à travers les données qui sont présentées au début du projet, qui soient abordées directement par les commissions, à travers leurs questions, par les intervenants. Une chose c'est un élément facilitant, et qu'est-ce qui facilite aussi cette intégration-là? C'est le fait d'avoir fait souvent une analyse différenciée selon les sexes en amont, qui facilite justement l'émergence de ces données et de ces questions en amont. Par rapport aux mécanismes de prise de parole, évidemment, tout ce qui donne un peu de souplesse au modèle dominant très masculin que je vous ai présenté. Donc, par exemple, on a vu dans la littérature le fait éventuellement d'alterner la prise de parole entre un homme et une femme, le fait de prendre des moments de pause aussi importants avant que les gens se présentent au micro par rapport à tout l'aspect d'intégrer, de prendre un recul sur ce qui vient d'être dit, qui est, semble-t-il, un trait plus féminin que masculin. Donc, ça, c'est des mécanismes. Puis, je vais vous en donner quelques autres qu'on a
sur lequel on a des résultats qui sont quand même intéressants au BAP. Puis ça me permet de présenter quelques démarches parmi plusieurs, mais je vais conclure avec ces éléments-là. Alors, on va parler des mécanismes aussi. Le micro-mobile était largement, quand on a fait notre enquête, de plébisciter beaucoup plus que le micro en salle. Donc, le fait d'aller porter le micro s'est révélé un franc succès pour favoriser la prise de parole des femmes. Nos modes de participation en ligne dans nos derniers mandats ont été très largement, donc par Teams, Zoom, et ces outils-là ont été très largement mobilisés par des femmes. Sur le modèle de l'OCPM aussi, on regarde l'importance qu'on ferait à la prédiscussion en sous-groupe. Donc, l'idée de fournir une trousse, un outil pour aider à favoriser des discussions en groupe avant de venir présenter le point de vue au BAP. C'est une autre mesure. On est en train de revisiter nos modalités de participation. Donc, le fait d'avoir peut-être des modalités un petit peu plus simplifiées, des dépôts de mémoire qui peuvent intégrer des dimensions illustrées, artistiques, qui étaient des requêtes qui étaient demandées en proportion plus importante par des femmes, sont progressivement ajoutées. Et enfin, évidemment, vous voyez, je vous dirais qu'on tant pour les analystes que pour les commissaires, de nombreuses femmes se sont ajoutées à l'équipe. Et dans le dernier appel de candidature, notamment pour les commissaires, il y a vraiment une recherche proactive. Au-delà du dépôt de candidature volontaire, il y a une recherche proactive pour avoir des candidatures femmes comme commissaires au BAP. Et enfin, je vous parlais de l'importance de l'analyse différenciée selon les sexes, présentation, mais la sensibilisation progressivement des analyses des commissaires se fait à la suite de plusieurs présentations successives sur ce thème-là. Donc, voilà, il y a d'autres initiatives qui sont en cours, mais c'était des exemples qu'on voulait partager avec vous. On a hâte d'avoir vos commentaires, critiques, questions. Comme je vous dis, c'est une démarche de partage, d'amélioration de nos pratiques au rythme institutionnel qu'est le nôtre. Mais voilà, pour les grands traits de ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui.